Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Cyril Morana et Éric Oudin, Petite philosophie de l'art, de Platon à Deleuze. Ce livre raconte l'histoire de l'idée de l'art, de l'Antiquité à nos jours. Tout se passe comme si les philosophes, face à l'art, se sentaient en position de danger ou de rivalité. Trop d'imaginaire, trop de passion, trop de désirs ardents et de désirs vains. Même Hegel, si pénétrant, si puissant, si connaisseur, et quoiqu'il mette l'art plus haut que la nature, n'y voit qu'un premier degré, d'ailleurs définitivement dépassé dans la marche de l'esprit. Tout chef-d'œuvre en art est paradoxal, subjectif, comme un plaisir, ou une émotion universelle, comme une vérité. À la fois limité et inépuisable, ouvert à l'infini des sensations, des émotions, des interprétations, écartelé entre le réel et l'imaginaire. Il y a du mystère dans l'art. Chez Platon, l'interrogation sur le beau est si importante qu'elle est exemplaire de l'interrogation philosophique elle-même, c'est-à-dire de la quête des essences ou idées qui constituent le fond de toute réalité. Se détourner des apparences pour atteindre la réalité véritable, telle est la bonne méthode en philosophie. Il ne s'agit pas de chercher ce qui est beau, mais de ce qui est beau en soi, le beau idéal. Platon condamne la mimésis, comprise comme art du simulacre. Avec Aristote, l'art est production et création. L'art est la faculté de produire le vrai avec réflexion. Si l'art imite la nature ainsi que l'enseigne Aristote, son œuvre d'imitation n'est pas une simple copie. L'art réalise la nature en compensant les éventuelles défaillances. L'art possède ainsi une dimension pédagogique et cognitive. Plotin célèbre dans l'art une puissance capable de faire apparaître le beau en soi bien mieux que les beautés sensibles. Plotin synthétise et accomplit la philosophie grecque tout entière. Plotin appelle l'un le principe de toute chose. Avec Platon, l'intelligible est l'être véritable. La réalité est intelligible. Avec Plotin, l'un est au-delà de l'intelligence et il voit dans l'art une puissance de manifestation de la beauté. Premier philosophe à penser l'art en termes de révélation. Avec Diderot, l'art a dû naître de ce besoin d'échanger et de communiquer, mais aussi de celui de transformer la nature. L'art exprime ce que le langage articulé ne peut atteindre pleinement. L'art est d'abord du travail et de la technique. L'artiste donne à voir le non-vu, l'inaperçu. Il dévoile. Avec Edmund Burke, en s'interrogeant sur les origines du sentiment de la beauté, du sublime, remet totalement en question les cadres de l'esthétique qui fait de la beauté une affaire de proportion, de convenance ou d'harmonie. Idée centrale de l'esthétique classique, la beauté résulte d'une harmonie qui plaît à la raison, Saint Augustin. Burke affirme qu'on a tort de croire que la beauté réside dans la proportion des parties. Juger de la proportion est affaire d'entendement, tandis que la beauté n'est pas établie par le raisonnement. La beauté ne relève que de la mesure, elle ne relève pas de la mesure, et n'a que faire du calcul et de la géométrie. Les fleurs en quoi on s'accorde à reconnaître des beautés naturelles sont souvent disproportionnées. Burke critique le fait que la beauté soit affaire de convenance, que la parfaite adaptation d'un élément à sa fin est la cause de la beauté même. La beauté n'est pas non plus affaire de perfection. Burke dessine plutôt une esthétique de la douceur, concevant la beauté comme la cause principale
de l'amour. L'esthétique romantique dont la terreur est au principe de notre sentiment du sublime, avec Kant, ce n'est pas l'art mais le beau qui fait l'objet de son enquête. La beauté artistique est inféodée à la beauté naturelle. Juger de la beauté d'une chose n'est pas une affaire de l'entendement, nous jugeons qu'une chose est belle en fonction du sentiment de plaisir ou des plaisirs qu'elle nous inspire. Le jugement de goût est non pas logique mais esthétique, et il renvoie moins à l'entendement qu'à la sensibilité. C'est la satisfaction que j'éprouve qui est la mesure de mon jugement de goût. Quand je juge qu'une chose est belle, cette satisfaction est désintéressée. Il suffit de la contempler, de la considérer pour savoir si la représentation en est ou non plaisante. Le plaisir esthétique est un plaisir sensible et non pas sensuel, il est contemplatif, sensation pure. L'attrait n'est pas un principe du beau, l'attrait peut aider à intéresser un esprit grossier et à exercer un culte, mais il ne saurait faire un principe d'appréciation de la beauté. Le jugement de goût ne peut être que subjectif. Et beau ce qui plaît universellement sans concept. Affirmation paradoxale que le jugement de goût ne repose sur aucun concept puisque son principe déterminant est subjectif. La prétention à l'universalité du jugement de goût n'est pas fondée objectivement et ne peut être que subjective. Kant entend dépasser ce qu'il appelle l'antinomie du goût, contradiction entre les deux thèses. Thèse 1, le jugement de goût ne se fonde pas sur les concepts, sinon on pourrait décider par des preuves de disputer à ce sujet. 2, antithèse, le jugement de goût se fonde sur des concepts, autrement on ne pourrait même pas discuter à ce sujet, prétendre à l'assentiment nécessaire d'autrui à ce jugement. Possibilité de discuter du goût, bien qu'il soit impossible d'en disputer. Kant oppose le goût des sens privés au goût de la réflexion qui aspire à une validité universelle. La clé du problème est de savoir si dans le jugement de goût le sentiment de plaisir précède l'appréciation qui juge de l'objet, ou si c'est l'inverse. Toute la question est de savoir laquelle entraîne l'autre. Chacun constatera que son jugement subjectif comporte une validité universelle. Le jugement de goût est donc inséparable de la liberté. La beauté est libre quand le jugement ne repose pas sur un concept de ce que doit être la chose ou sa représentation pour être belle, adhérente quand il présuppose un tel concept. Ainsi, les fleurs sont des beautés libres de la nature. Les fleurs plaisent librement et nous sommes incapables de dire ce que doit être une fleur pour être belle. Pour Kant, la beauté libre est plus purement belle que la beauté adhérente qui est toujours impure. Supériorité de la nature sur l'artiste, la nature, la libre beauté qui s'y déploie est la norme pour évaluer la réussite de l'œuvre d'art. Supériorité manifeste du beau naturel sur le beau artistique, primat du beau naturel qui est désintéressé et peut passer pour le symbole du bien moral. L'esthétique de Hegel est une réponse à la critique du jugement de Kant. Pour Hegel, si le beau naturel existe, la beauté naturelle ne peut être qu'artistique. L'expression sensible de la beauté artistique a quelque chose de spirituel. Avec Hegel, l'apparence est essentielle à l'essence. Hegel renverse la perspective de l'esthétique platonicienne. L'art peut et doit être compris comme manifestation de l'idéal et en ce sens, il est une activité qui exprime un besoin de l'esprit. L'art est manifestation sensible d'un contenu spirituel, sensibilisation du spirituel, transformation des apparences naturelles. L'art comme négation de la réalité sensible immédiate. L'art n'est pas l'expression la plus haute de l'esprit. Il est dépassé, surpassé par la religion et la philosophie. C'est dans la philosophie que l'art trouve son propre accomplissement. Avec Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité.
L'art au-dessus de la vérité, la tragédie grecque, réunit les deux principes esthétiques, l'apollinisme et le dionysisme, qui divisent le monde culturel des Grecs. Apollon est le dieu de la belle forme, de la poésie et de la mesure. Dionysos, le dieu de la démesure et de l'ivresse, au principe du chant et de la danse. Les illusions artistiques ne protègent pas la vie en la fuyant, mais en la sublimant. Des artistes, nous devons apprendre à devenir les poètes de notre vie. L'art ne nous invite pas à nous évader de la réalité, mais à la magnifier. Personne assigne à l'art une destination fort proche et complice de la philosophie. Avec Bergson, l'artiste voit ce que les autres hommes ne voient pas, et leurs œuvres le leur font voir. L'art propose un élargissement de la perception naturelle. Blaise Pascal souligne la vanité de la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Pour Bergson, l'œuvre d'art isole pour nous un aspect du réel que nous avions déjà perçu, mais obscurément. La peinture nous révèle un aspect du monde. Percevoir, c'est toujours abstraire l'objet qui m'intéresse d'un fond que je néglige. Émile Chartier dit à Alain, dont la pensée est tout entière centrée sur l'idée que la dignité humaine consiste en l'exercice réfléchi du jugement, la morale n'est rien d'autre que l'exercice du jugement intérieur. L'art achève le rêve, l'œuvre efface les rêveries. Pour l'artiste comme pour l'artisan, le travail est tout ce qu'ils préfèrent faire leurs œuvres plutôt que rêver. On retrouve l'idée aristotélicienne selon laquelle l'art est essentiellement une transformation. Reproche à Alain d'être resté sourd aux avancées de la modernité en refusant l'opposition de l'artiste et de l'artisan, du beau et de l'utile. Unir le beau et l'utile en architecture, c'est choisir le fonctionnalisme. Walter Gropius construira les locaux du Bauhaus, dont Ludwig Mies van der Rohe dira « less is more », moins c'est mieux, moins c'est plus. Refus du style et de l'ornementation. L'école est à l'origine du design. Merleau-Ponty décèle dans la non-visibilité qui peut cependant être sentie. L'art, à la différence de la science, se moque de l'efficacité. Démarche remarquable qui est avant tout une quête de la réalité vraie, libre de toute contrainte. À l'instar de Daniel Arras, qui considère la peinture comme une pensée non verbale, Gilles Deleuze affirme que la pensée n'est pas l'apanage de la philosophie, mais que les arts pensent. Un peintre n'a pas moins d'idées qu'un philosophe, simplement ce n'est pas le même genre d'idées. Le concept est le propre de la philosophie, la science des fonctions, et l'art crée des agrégats sensibles qui sont des percepts et des affects, ensemble de perceptions, de sensations et des devenirs qui débordent celui qui passe par eux. Créer, c'est résister. L'art libère une puissance de vie. L'art résiste à tout ce qui diminue la vie, à tout ce qui l'avilit. De Platon à Gilles Deleuze, petite philosophie de l'art, Cyril Morana et Éric Oudal. Merci.